vous allez comprendre beaucoup de choses qui m'ont honnêtement pas mal choqué. T'as des amis? Si, j'en ai. T'en as? J'en ai un. Ok. Tu vois qui c'est? Je pense, ouais. Est-ce que par hasard t'as entendu parler du Tinder Select? Parce qu'en fait, c'est le dernier abonnement de Tinder. Le prix est de $500 par mois. Bon, on a toujours pas d'intro. Toi, t'as une idée d'intro? Moi, j'en ai Pas du tout, pas encore. On a juste le jingle là, mais. Est-ce qu'on fait une intro en mode on en a rien à foutre parce que c'est un podcast ou plutôt un truc en mode un peu vidéo YouTube, tu vois? Je sais pas. Bonjour à tous, bienvenue sur le laboratoire de l'âme. Je sais que ça fait longtemps que vous nous attendez. Effectivement, on a eu une absence un petit peu longue, mais on est de retour avec du lourd, n'est-ce pas, monsieur? C'est ça, du très lourd. Hein. Ça fait un peu radio, hein. Un Mais peu, ça marche ouais. bien, j'aime bien. Même le J'aime setup bien. fait très radio. Ouais, alors pourquoi on a eu autant d'absence, monsieur? Comment on peut expliquer ça aux gens? Là, je pense, si on était au lycée, ce serait absence injustifiée, là. Justifié, ouais. Voilà, c'est ça. En plus, on n'a pas donné de nouvelles sur les réseaux, ça c'est pas cool. Mais après, c'est parce que on n'a pas forcément cet objectif de devenir influenceur et d'avoir une forte présence sur les réseaux, même si on devrait en avoir un peu plus. La dernière interaction qu'on a eue avec les gens, c'était quand? Sur les réseaux. Tu t'en souviens? Bah, je pense que c'était les premiers retours, je pense, sur les épisodes. Non. Ah, la première? Non, la dernière interaction qu'on a eue. Ah, bah, la dernière, c'était sur le retour, généralement. Hein. Non, c'était sur quel thème allons-nous faire. Tu Ah t'en ouais, souviens? c'est vrai. Ouais, ouais. J'avais Avec fait le les- choix, le Une sondage. petite maquette avec le sondage. Et c'est là où les gens avaient choisi. Si je me trompe pas, c'était en décembre. Ouais, les thèmes, c'était sommeil. Décembre. Sommeil, transidentité, Ouais. compatibilité amoureuse, Et nutrition cérébrale. ouais, c'est ça, par rapport au cerveau, ouais. J'adore tous ces thèmes. Je pense qu'ils auraient été tous archi intéressants, je pense, dans un podcast. Ils sont complexes à gérer. Et bah, de loin, c'est la compatibilité amoureuse qui avait gagné. Je crois que c'était côte à côte avec... c'était avec quoi? La nutrition, je pense. Ou sommeil, je sais plus. Sommeil, je sais plus. Après, tu vois, ce que je t'avais dit, le problème du sommeil, c'est que c'est un sujet qui est déjà extrêmement traité, tu vois. Quand tu regardes les vidéos YouTube, quand tu regardes les podcasts, c'est un sujet qui est beaucoup traité. Donc, je pense que si on fait un podcast sur ça, ce serait important de le traiter d'une façon un peu différente. De prendre les informations qui existent, mais de le traiter d'une façon différente, pour vraiment que les gens y trouvent un vrai intérêt et qu'ils puissent le mettre en place. Parce que la théorie, c'est cool, hein. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Comment on le fait? Tu vois, quelles sont les méthodes précises? Comment bien vous sûr. faites? Comment vous planifiez? Pourquoi pas faire aussi quelque chose d'interactif, tu vois? Ouais. Genre avec peut-être des exercices ou tu vois des sortes de niveaux en fonction des routines ou quoi que ce soit. Avoir aussi, parler peut-être des compléments. Enfin, on va voir, de toute façon, on verra. Ouais, ça pourrait être- On va sûrement faire un podcast sur le sommeil. On sait pas Ouais, encore quand, très on sait pas sûrement, si on va le faire, mais je pense qu'on va le traiter. Et du coup, ce que je voulais, les sujets et les différents thèmes qui ont été proposés, comme on essaye de faire une fois sur deux, c'était moi qui avais proposé ces différents thèmes. Et du coup, le gagnant, c'est la compatibilité amoureuse. Et j'avoue que c'était celui qui m'intéressait le plus, parce que ça faisait un moment que j'avais envie de faire des recherches sur ça. Dans ma vie personnelle, j'avoue que j'ai beaucoup été confronté à ce genre de situation où je voyais deux personnes qui essayaient absolument d'être ensemble ou qu'ils étaient extrêmement attirés l'un par l'autre, mais je le savais, j'arrivais à dire si ça allait durer ou si ça allait pas durer et comment ça allait durer. Donc j'arrivais à ressentir en fait un peu cette compatibilité, mais je n'avais jamais compris pourquoi. J'ai jamais compris comment on peut essayer d'évaluer si un couple est compatible. J'en ai aucune idée. Moi, dans ma tête de base, c'est plutôt la complémentarité. Et après, ça, on en reparlera. Alors, du coup, dans cette première partie, de quoi on va parler? On va parler des news. On va pas abandonner le podcast, hein, même si ça fait plus longtemps qu'on l'a fait. Cette partie-là nous a demandé énormément de temps. C'est pour ça qu'on a eu autant de retard. Et il y a surtout un truc qui est très intéressant dans le podcast, vous n'êtes pas au courant, mais la deuxième partie, elle sera constituée d'un test. Et en fait, ce test a été élaboré par nous-mêmes et il permet d'évaluer, avec n'importe qui, n'importe quel couple, n'importe quelle relation, si deux personnes sont compatibles. C'est pas juste un test qui a été fait n'importe comment, c'est un test qui a été fait
après les multiples recherches et les trouvailles que j'ai fait sur toutes les études que j'ai trouvées scientifiques. C'est ça, et on s'est inspiré aussi de vrais tests, par exemple le Big Five, tout ça. Exact. Enfin voilà, il y a François, il a fait une grosse partie sur la recherche pour essayer d'avoir les questions les plus objectives et les plus scientifiques, on va dire, parce que c'est vrai que les questionnaires en psychologie, ça nécessite d'être rigoureux dans la formulation des questions, dans comment on va évaluer ça. Est-ce qu'on va utiliser des échelles de Likert? Est-ce qu'on va utiliser d'autres outils? Du coup, c'est pour ça que François surtout a fait un gros travail sur le questionnaire, et on a hâte de vous le proposer tout simplement. Je pense que c'est vraiment une grosse valeur ajoutée au podcast, parce que ça permet d'ajouter quelque chose de... Je sais pas comment on pourrait dire le mot. C'est un peu pragmatique. Ouais, c'est interactif. C'est pratique surtout. C'est pratique, c'est pragmatique, tu vois, ça rentre vraiment dans l'utilité des gens. Donc là, effectivement, vous allez apprendre. Vous allez apprendre c'est quoi la compatibilité. Vous allez comprendre pourquoi vous avez des résultats, par exemple. Ça, c'est dans la 3e partie. C'est ça, comment les interpréter aussi. Exactement, surtout. L'interprétation des résultats. Est-ce que ça veut dire pourquoi vous êtes compatible et pourquoi vous n'êtes pas compatible. Mais avant de faire ça, le mieux, c'est de se tester. C'est pour ça qu'on a pris le test, et vous pourrez évaluer avec votre partenaire si effectivement vous avez une disparité forte ou une disparité faible. Et du coup, ça pourra dire si vous êtes compatible ou pas. Ça, et tout ça en direct avec nous. Exactement. Avec un petit Google Form qu'on mettra en lien du podcast. C'est ça. J'énoncerai les questions ou les affirmations à l'oral, et en même temps qu'écoutez la 2e partie du podcast, vous remplirez via une échelle, via un Google Form, les différentes réponses. Faut savoir qu'il va falloir répondre au test, falloir répondre vous-même au test, et il faut aussi que votre partenaire réponde au test. On sortira peut-être une autre version où vous pouvez répondre au seul, mais pour l'instant, ça sera cette version qui est bien plus précise. D'accord ? Donc ça nécessite vraiment les 2 personnes. Voilà, mais aussi un petit disclaimer aussi, c'est... ça reste quand même un test qu'on a fait, du coup, c'est pas... la réponse n'est pas figée et tout, on n'a pas la légitimité d'un doctorant pour proposer un vrai questionnaire qui soit validé par la communauté scientifique, etc. Mais c'est juste un outil qu'on vous propose pour essayer de vous situer par rapport à votre couple, si jamais vous voulez avoir plus d'idées, que vous vous posez des questions, tout ça. C'est une information, c'est une base théorique supplémentaire. Comme tu as dit, c'est un outil, mais je dirais même que même si tu es doctorant, ou même si tu fais même si un groupe de 100 scientifiques fait le meilleur test possible, il peut avoir quand même des erreurs. Donc c'est pas parce que tu fais un test que tu es forcément mis dans cette catégorie. C'est un indice, tu vois, c'est une notation, ça te permet de réfléchir si tu as une incertitude, mais en aucun cas on veut briser des couples ou quoi que ce soit, même si effectivement ça peut malheureusement arriver. Mais si ça arrive, ça veut dire que vous avez vraiment au plus profond de vous des doutes dans votre relation. Et du coup, ces doutes se confirment par une sorte de preuve, en fait. Une preuve qui est un peu scientifique en soi, la plus scientifique possible, la plus mathématique possible. Et du coup, ça peut aider certaines personnes à prendre des décisions, parce qu'on voit souvent des couples qui restent ensemble par peur de prendre la décision et par peur de prendre la mauvaise décision, tu sais. C'est un peu cette notion de la peur de l'abandon. J'ai peur de sortir de mon couple parce que je sais pas ce qui va se passer. Imagine, quand je sors, je me rends compte que je voulais plus sortir et que j'ai fait une erreur, etc. Le test il permet de t'aider à faire ce choix-là et du coup de faire gagner du temps aux gens. Ou bien aussi parce qu'en fait, t'as l'habitude d'être en couple avec cette personne, du coup, des fois, tu te rends pas compte et tu te laisses un peu entraîner dans cette spirale, et au final, tu te rends compte que pourquoi je suis toujours avec cette personne, par exemple. Ouais. C'est ça, ça peut renforcer aussi dans un sens. C'est ça, ça peut aussi renforcer. Ça peut renforcer parce que si, admettons, vous sortez avec un indice de compatibilité élevé, vous savez que si vous êtes dans une période difficile, que ça finira quand même par bien se finir au final. D'accord ? On ira plus dans le détail dans la compatibilité. Je pense que ce serait sympa d'introduire un petit peu, avant de parler de la compatibilité, qui est un peu un terme qui est un peu complexe quand même scientifiquement, parler peut-être plus globalement, peut-être de l'amour et de l'attirance de manière générale. Alors du coup, Massio, c'est toi qui as fait le plus de recherches sur la compatibilité. Je pense que tu es le plus à même de réussir à définir ça. Pourquoi ? Parce que c'est un terme qui est difficile à définir, voire quasi impossible.
C'est un peu subjectif, je dirais. Et donc, c'est pour ça que parfois la psychanalyse peut être un bon moteur pour réussir à mettre des mots, tu sais. Comme un peu le traumatisme. Définir le traumatisme. Perturbation cérébrale. Alors que après, Freud, tu vois, a réussi à définir le traumatisme et à l'imager. C'est ça qui est cool aussi avec la psycha. Ouais, totalement. Mais justement, en fait, le problème, entre guillemets, avec l'amour, c'est qu'en fait, on a du mal à le définir avec une seule définition fixe et qui ne bouge pas. Tu vois, c'est comme quand on veut essayer d'expliquer le temps, par exemple. C'est quoi le temps ? C'est super compliqué parce que c'est un concept qui bouge énormément, qui dépend de plein de facteurs, comme un peu l'amour. Ça va dépendre de la culture, ça va dépendre de comment tu as été élevé, tout ça. Et justement, par rapport à notre incompréhension un peu de l'amour, on a Lacan qui a une très belle définition de l'amour, qui est un peu énigmatique, mais un peu comme la plupart de ses citations, qui est le fait que l'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose que l'on n'a pas. Du coup, après, on rentre dans un schéma qui est très lacanien, qui est le manque. Tu vois ? Ouais, j'avais déjà entendu parler ça. Du manque. C'est ça. Du coup, en fait, on va essayer de donner quelque chose dont on a fondamentalement besoin. Tu vois, l'amour. Tu vois, même si on prend, par exemple, pas forcément la psychanalyse, mais la psychologie sociale, tout ça, on a la pyramide de Maslow. L'amour, c'est quelque chose de très important, tu vois. Le fait de savoir se sentir aimé, être en sécurité, tout ça, c'est super important. Mais du coup, on donne ce qu'on a besoin en espérant recevoir. C'est ça. Dans le but et de surtout, recevoir. On donne à quelque chose, du coup, qu'on n'a pas, parce qu'on a besoin d'être amoureux, d'être aimé, à quelqu'un, si ça se trouve, qui nous a même pas demandé de faire autant d'efforts pour nous. Du coup, c'est pour ça que des fois, on arrive à des situations où il peut y avoir des personnes qui vont genre retourner ciel et terre pour offrir quelque chose à quelqu'un, mais en fait, cette personne, elle va dire, par exemple, mais pourquoi tu fais autant de choses pour moi, par exemple ? Du coup, en fait, je trouve qu'on est aussi bien dans la théorie du miroir, du fait qu'on va essayer de donner à l'autre ce qu'on veut. Voilà. Du coup, c'est pour ça que la théorie de Lacan, moi, elle résonne fort en moi et je la considère beaucoup. C'est parce que, en fait, on peut pas avoir l'amour, entre guillemets, on peut pas. En fait, c'est comme une illusion. On court après quelque chose et en fait, ça va être une spirale. Et du coup, après, c'est pour ça que, après, l'amour, généralement, il va, comme un peu la plupart des concepts dans notre vie ou de nos principes, généralement, ça va changer en fonction de notre expérience, de notre maturité. Par exemple, quand t'es au collège, lycée, tu vas avoir une autre vision de l'amour que quand t'as 50 ans, t'es père de famille, etc. Ouais. L'amour ne va pas s'exprimer de la même manière. C'est sûr. Et heureusement, quelque part, tu vois. Parce que sinon, ce serait quelque chose de linéaire, tu vois. Alors que, justement, l'amour, tu vois, le fait de se sentir aimé, tu vois, c'est un peu la vie, c'est comme un peu un électrocardiogramme ou un encéphalogramme, tu vois. C'est des variations perpétuelles, parce que si jamais c'est linéaire, au final, ça veut dire que t'es mort. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Bah déjà, dans l'amour, c'est très global, hein, l'amour. Dans l'amour, tu peux mettre l'amitié aussi. L'amitié fait partie de l'amour. Bien sûr. Après, là, je l'ai plus expliqué, on va dire. J'ai plus essayé de le définir à travers le prisme de l'amour en mode couple, tu vois, en mode... amoureux. C'est ça, amoureux, que plus en mode amitié. Mais après, évidemment... que l'amour se matérialise de différentes c'est ça, avec différentes personnes et de différentes manières, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais après, l'amour, on peut aussi le définir d'un autre point de vue, tu vois. On peut prendre une approche un peu plus scientifique, tu vois, avec le fait que l'amour, il est... et surtout la reproduction, tu vois, elle est vitale et essentielle pour pouvoir perpétuer notre lignée, tu vois. C'est d'un point de vue évolutionniste. Le fait qu'on aime les gens, ça permet d'augmenter la reproduction. Puisque comme t'as parlé du manque, ça c'est intéressant, parce que le manque c'est lié à quelle hormone ? C'est lié à la dopamine. Et du coup, l'amour en fait serait lié à la dopamine, c'est ce qui nous permet de créer le manque. Pourquoi on a besoin du manque ? Parce que c'est tout simplement indispensable à la vie. Le fait de se reproduire, de manière générale, c'est la finalité de l'amour, la reproduction, le fait d'avoir un enfant, le fait d'aimer quelqu'un, le fait d'aimer son enfant aussi, ça fait partie de la reproduction, hein, aimer son enfant, éduquer son enfant. Et ça permet tout simplement à l'espèce de pouvoir grandir. C'est pour ça que absolument tous les mammifères, toute la faune, elle ressent cet amour. On pourrait le mettre ça dans le cadre d'une émotion.
c'est pas vraiment défini comme une émotion, mais on pourrait le mettre parce qu'elle a toutes les caractéristiques de l'émotion et elle est indispensable à la vie de manière générale, à toutes les formes de vie. Il y a juste la flore qui... Bah après, faut pas non plus faire de l'anthropomorphisme, tu vois. Genre, c'est le fait d'inculquer des principes qu'on a établis, par exemple les émotions, à par exemple des animaux, tu vois. En fait, faut pas tomber dans le biais de l'interprétation en mode bah si par exemple ce mammifère fait ça, ça veut dire qu'il est heureux ou qu'il est triste ou qu'il est anxieux. On peut pas mettre des principes humains, tu vois, à des mammifères, tu vois. Enfin, on peut essayer, mais il faut pas non plus tomber... C'est une vision comportementaliste. Exactement. C'est là ce que je viens de dire, c'est pas un principe ferme, c'est une théorie. C'est juste pour expliquer que l'amour, elle est potentiellement visible aussi chez les mammifères. En tout cas, nous, on le voit comme ça, puisqu'on a... Quand on ressent l'amour, on a des traits physiologiques qui sont visibles. Voilà. Et les animaux, ils ont les mêmes. Tu vois, les autres animaux ont les mêmes. Donc c'est pour ça que je fais un rapprochement en disant que bah, les autres animaux utilisent aussi... Enfin, ils l'utilisent pas. Ils ressentent aussi l'amour, ce qui leur permet du coup de mieux survivre, tout simplement. Des animaux qui ressentent peu d'amour, bah, vont survivre moins. Je pars du principe là. Après, il y a aussi le jeu de l'attirance. Donc c'est dur de faire cette séparation chez les autres animaux entre est-ce qu'ils sont juste attirés ou est-ce qu'il y a vraiment un amour, tu vois. Bah après, par rapport à l'amour, on a l'expérience avec le comment ça s'appelle, avec la mère singe et la mère en acier. Je sais pas si tu t'en souviens un peu. Bien sûr, je m'en souviens. Ouais. Et en gros, ça illustre parfaitement la notion de l'amour et que au-delà du besoin physiologique, tout être vivant a besoin d'un minimum d'affection, d'amour, tu vois, on peut appeler. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, je sais plus, t'as le nom ou pas de l'étude? Ah non, j'ai pas le nom de l'étude, mais c'est une étude qui est hyper connue. Ouais. Ils évaluent comment on explique ça? La différence d'attachement entre un singe et sa mère, en remplaçant sa mère par un... une sorte de poupée de fer, je crois. Il y avait une poupée de fer, il y avait une peluche en tissu, ouais. Une poupée de fer et sa mère. Ouais. Et il y avait dans tous les cas de la nourriture. Il y avait la nourriture dans tous les cas. Il n'y avait pas de manque à d'autres niveaux. Et ils ont remarqué que bah, le singe qui a grandi avec la poupée de fer a très mal évolué. C'est ça, et ça a donné le syndrome d'hospitalisme. Exactement, qu'on connaît chez les bébés aussi. Je crois que c'est Spritz, un truc comme ça. Le syndrome de l'hospitalisme, ouais, c'est assez hardcore. Ça a été observé, je crois que c'est aux États-Unis, dans les hôpitaux. Ouais. Où les bébés se laissaient mourir. C'est dépendant, ouais, c'est ça. En fait, quand il y a des gros symptômes dépressifs chez les bébés qui sont délaissés par leurs parents, et chez les bébés, en général, ça vient assez vite, ce symptôme. C'est au bout de quelques heures, ils vont commencer à ressentir ces impacts. Et ça peut avoir des effets irréversibles sur le cerveau. Et c'est notamment ce qui peut fonder le type d'attachement auquel on va être affilié. Ouais, c'est ça. Notamment les attachements de... C'est Bowlby, c'est ça? Ouais, avec sécure, insécure, ouais, c'est ça, Bowlby. Le fait qu'on ait des attachements différents, on va peut-être pas trop en parler aujourd'hui parce que c'est assez complexe, c'est une grosse étude. C'était juste histoire de faire le parallèle que même les animaux ils ont besoin d'affection. Après amour, je sais pas si on peut appeler ça amour, c'est compliqué de dire amour. Mais du moins je pense qu'on peut parler d'affection. Affection, attirance, tout ça, ouais, c'est vrai que c'est peut-être mieux pour les autres animaux. C'est ça. Mais après l'amour ça a aussi, surtout dans nos sociétés, une fonction sociologique qui est essentielle et qui permet un peu de rassurer les gens entre guillemets. C'est Erving Goffman, c'est un très grand sociologue qui a notamment fait un livre que j'aime beaucoup, qui est en 2 tomes, s'appelle La mise en scène de la vie quotidienne. En gros, pour faire très rapide, c'est le fait qu'en fonction des personnes qu'on côtoie, on va prendre un masque différent et il va comparer la vie à une pièce de théâtre. Le fait que chacun a un rôle et que ce rôle va changer en fonction des interlocuteurs. Ouais. Du coup, c'est très intéressant, je te le recommande si jamais t'aimes bien la socio. C'est pas un peu la définition de l'hypocrisie en soi? L'hypocrisie, c'est un peu mettre un masque pour paraître bien. Pour pas vexer quelqu'un, admettons. Tu vois une personne et tu vois un caractère qui peut être perçu comme très négativement, tu vois. Si tu l'as dit de manière orale, ça peut vexer la personne, mais tu es franc. Si t'es hypocrite, au final, tu restes respectueux. C'est un peu ça, l'amour. Après, en fait, je pense que l'hypocrisie, tu vois, il y a un peu... de fonctions, tu vois, il y a la fonction un peu, parce que généralement on l'utilise dans un contexte un peu négatif, tu vois, péjoratif, mais l'hypocrisie des fois elle est essentielle dans une société qui veut se maintenir, tu vois. Exactement.
Sinon, après, tu répondrais avec que tes pulsions, tu vois, en mode animal, tu te comporterais comme je sais pas qui, tu vois. Du coup, De toute c'est façon, pour ça que si elle vital. si elle existe, c'est qu'elle a une fonction. Comme tu dis, c'est le mot parfait. Chaque trait de notre personnalité ou chaque type de comportement a forcément un côté de fonction, tu vois. Même le plus négatif possible, il a forcément une fonction. Et hypocrisie, effectivement, permet de solidifier, entre guillemets, les relations, les relations sociales de manière très très globale, tu vois. Ah, c'est ça. Mais du coup, pour en revenir à ce sociologue, en fait, lui, il part du principe qu'en fait, les relations sont comme des cadres avec des processus cognitifs, des rituels, tu vois. Et en gros, ça permet de limiter quelque chose qui est important, c'est l'incertitude, tu vois. Et on verra plus tard que l'incertitude, elle va augmenter de ouf, surtout là, dans notre ère actuelle, avec Tinder, par exemple. Avec les D'accord. applications de rencontres. Où en fait, on va voir aussi, parce que j'ai aussi lu un livre d'Eva Illouz, une sociologue franco-israélienne. Le livre s'appelle La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain. Livre super intéressant. En gros, elle décrit l'amour tel qu'il a évolué actuellement. Et elle fait des parallèles avec le 20e et le 21e siècle. Du coup, c'est assez intéressant de voir comment les évolutions évoluent en fonction de certains lieux géographiques. Et en gros, elle va nous parler, je développerai un peu plus tard quand je parlerai des applications de rencontres, qu'en fait, il va y avoir une confusion des cadres, une incertitude. Et en fait, cette incertitude va générer encore plus d'incertitude, ce qui fait qu'actuellement, bon, c'est un petit spoiler, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué de se mettre en couple de façon durable dans un monde où en fait, on surconsomme les relations un peu comme des objets. En mode, par exemple, je vais prendre cet objet-là, je vais le prendre par exemple au supermarché, qui sera Tinder, et après, je vois qu'il est assez sympa, je me balade avec, mais là, hop, j'en vois un autre, du coup, bah, je prends celui-là, là, je le laisse, c'est pas grave, et en fait, on va rentrer dans une spirale où en fait, tout le monde va faire la même chose, et du coup, en fait, il va y avoir vraiment une sorte de capitalisme sur les relations amoureuses. C'est une sorte de fast-food relationnel, Exactement. quoi. C'est totalement ça. Et elle est contre ça, du coup, au final. Enfin, elle est contre. Non, mais de toute façon, Elle présente ça comme quelque chose de plutôt négatif. non, en gros, les sociologues, un peu comme les psychologues, ils font vraiment une sorte de... Compte rendu. Ouais, c'est ça, vraiment en toute objectivité, ils vont dire les relations amoureuses ont évolué comme ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la sociologie, c'est qu'en fait, ça ressemble beaucoup à la psychologie, mais c'est juste l'angle d'attaque qui est différent. Oui. En fait, on va pas se focaliser sur un individu avec ses processus mentaux, mais sur vraiment un groupe d'individus. Du coup, on aborde et on étudie aussi les comportements, mais de manière plus globale et pas assez Ouais, ça ciblée. permet d'avoir des conclusions beaucoup plus larges. Parce que si on se focalise que sur la psychologie, on va vite avoir ça dépend, c'est subjectif, ça dépend de la personne. Et du coup, c'est plus compliqué parce qu'il faut tout catégoriser et tout sous-catégoriser. C'est là où ça devient complexe, la psychologie. Parce que du coup, il y a plein de catégories qui peuvent répondre par exemple à l'intelligence. Tu vois, il y a des catégories, des sous-catégories. La personnalité, c'est pareil. Alors que quand tu regardes la sociologie, bah, c'est un pourcentage, ce sont des faits, ça évolue comme ça. Ouais, de c'est manière ça, générale. Prends tout le monde. C'est global et c'est par exemple, faut pas croire que c'est impossible de se mettre en couple pour avoir des relations durables, c'est possible, mais c'est beaucoup moins possible actuellement qu'il y a 50 ans par exemple. C'est plus, pour elle, c'est plus dur de se mettre en couple ou c'est plus dur d'avoir une relation durable? Non, c'est plus relation durable. D'accord. Moi, j'avais pas compris Même ça. les critères vont être différents et tout. Tu verras, j'en parlerai. Donc pour elle, c'est beaucoup plus dur d'avoir des relations durables. Ça fait peut-être un peu écho, je pense, à la durée de vie des concubinages, enfin des mariages, qui a largement baissé. Je pense que c'est pas juste une perception personnelle. J'ai pas la statistique. Bah après, t'as aussi, ce qu'on en parlait aussi, t'as beaucoup moins de mariages, tu vois. Ouais. Parce que les gens sont de plus en plus incertains. Il y a moins de mariages. Ouais. C'est vrai que le mariage, dans un sens, c'est que ça te pousse à garder ton partenaire. Pourquoi ? Parce que le fait de rompre un mariage, ça provoque des événements qui sont assez lourds à prendre en charge. Déjà, même financièrement. Déjà un divorce, c'est une horreur. Bah rien que le mot, déjà, il choque, tu vois. Ouais, divorce. C'est fort. Il y a deuxième chose, la religion. La religion, elle nous a quand même beaucoup mis dans la tête que le divorce, c'est mal et que le mariage, c'est le plus beau jour de ta vie, etc.
Donc, comme tu dis, après, il y a d'autres seconds facteurs. Après, tu as surtout aussi le Pax, tu vois. Le fait que ça s'est développé et du coup, ça a été une alternative pour pas mal de gens. Ouais, ça c'est très administratif, le Pax. Ouais, c'est une sûr. alternative plus simplifiée du mariage. Bah, c'est ça. Du coup, le mariage, est-ce qu'il est encore... il est même plus forcément religieux, en plus, le mariage. C'est ça qui est marrant. Non, mais après, généralement, même quand on regarde, c'est que généralement, les gens se marient parce que c'est les traditions, tu vois. Ouais. Dans pas mal de familles, c'est bien vu, c'est ce qu'il faut faire, comment tu veux être vu, si tu veux être bien vu, etc. Après, il y a aussi des volontés personnelles, tu vois, en mode, moi, j'ai vraiment envie de me marier, par exemple, tu vois. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs, mais il y a aussi un gros facteur traditionnel, quoi, comme la plupart des sociétés. Et puis, il faut savoir aussi que en majorité, ce sont les femmes aussi qui veulent se marier. Mais est-ce que tu sais pourquoi les femmes veulent plus se marier? T'as une idée ou pas? Je sais pas, je pense que c'est peut-être dans la volonté, dans les projections. C'est très important pour une femme. Bah, je pense et ça devient aussi important pour un homme, puisqu'ils savent que c'est important pour la femme. Donc pour rendre heureux une femme, il faut la marier. Mais pourquoi les femmes sont dans cette demande comme ça? Après, je pense que c'est pour une histoire aussi de sécurité, de stabilité, de liberté d'esprit, tu vois, de dire c'est bon, là j'ai un mariage, je peux plus facilement me projeter, je peux plus facilement accepter l'idée, par exemple, d'avoir des enfants. Après, tu vois, je suis pas en train de dire que si on a des enfants et on se marie pas, c'est pas bien ou quoi que ce soit. Non, c'est juste, je pense que... C'est un peu un verrou, non? Dans la façon dont tu le décris. C'est une sorte de cadenas, le mariage, quand même. Bah, c'est plus une sorte de protection et de tranquillité d'esprit, tu vois. En mode, tu vas te dire, bon, c'est bon, là, je suis marié, c'est entre guillemets plus sérieux, tu vois. On a un statut, tu vois, marié. C'est l'engagement maximal. Exactement. En fait, c'est le niveau d'engagement maximal. Parce que, en vrai, c'est vrai qu'on y pense. Tu t'exposes. Déjà, tu dois faire une cérémonie où tu dois inviter plein de monde. Donc là, l'engagement social. Mais de base, un mariage, tu dois inviter du monde. Donc l'engagement social est déjà beaucoup. Tu vois, même si tu n'invites pas beaucoup de monde, tu le fais devant des gens. Tu le fais devant une église, devant un prêtre, tu fais une fête. Donc c'est quelque chose, tu vois, qui est quand même très marquant. Donc au niveau de l'engagement, tu montres aux gens que tu vas te mettre avec cette personne. Et effectivement, comme tu as dit, les femmes ont beaucoup plus d'importance à l'engagement, puisque quand tu es une personne féminine, tu vas... Ça, c'est dans les principes de l'attirance évolutionniste. Tu vas rechercher le meilleur partenaire possible. Et quand tu as l'impression d'avoir trouvé le meilleur partenaire, celui avec qui tu as le plus de sécurité, celui avec qui tu penses tu vas faire les meilleurs enfants, avec qui tu as la meilleure fertilité, la meilleure entente, la meilleure compatibilité, quand tu l'as, tu dois le garder. D'accord? Quand tu as l'impression de l'avoir eu, tu dois le garder. Et quand tu te maries, effectivement, tu as plus de chances de le garder, parce que le mariage, ça reste un danger quand tu passes au divorce, tu vois. Il y a beaucoup de choses que tu peux perdre. Tu peux perdre les enfants, tu peux perdre beaucoup d'argent. Même des biens, surtout. C'est pour ça qu'il y a des contrats de mariage, maintenant. Enfin, c'est assez complexe, donc c'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus attirées par le mariage que les hommes. Moi, personnellement, le mariage, que j'en fasse ou pas, ça m'indiffère tant que je suis dans une bonne relation, tu vois. Bien sûr. Et tant que ma vie, elle est belle, je m'en fous du mariage. Mais je suis sûr, et ça, tu peux le voir dans les stats, dans les études sociologiques, que dans la projection, les femmes sont beaucoup plus intéressées, et c'est un besoin fondamental, tu vois. Le mariage, l'engagement extrême. Enfin voilà, c'était mon aparté sur ça. D'ailleurs, pour rebondir sur ça, moi je vais juste faire un trait sur l'amour et surtout sur la notion d'être amoureux. Il y a un psychologue qui s'appelle Sternberg qui a fait un triangle de l'amour. Il faut savoir qu'il y a très 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 peu d'études scientifiques sur ce que c'est l'amour. C'est comme tu as dit, c'est impossible vraiment à définir. Mais il y a différentes théories. Et la plus respectée des théories et la plus utilisée, c'est ce triangle-là. C'est un triangle qui se divise en trois, du coup, forcément, avec 3 points fondamentaux. C'est la passion, la notion de passion, la notion d'engagement et la notion d'intimité. Et ça permet de donner une réponse et une clarification, une imagination un peu de ce que peut être toutes les relations avec de l'amour dedans. La passion, en fait, c'est ce qui va se centrer sur l'attirance directe, l'attirance sexuelle, de manière générale. Ça va vraiment être l'attirance sexuelle. Je veux me reproduire avec toi, tes traits physiques et de personnalité m'attirent vraiment. Dans un deuxième cadre, tu vas avoir l'engagement. L'engagement, il peut être amical, il peut être
il peut être amoureux aussi, c'est le fait de montrer publiquement et de montrer envers la personne que la relation compte et que tu souhaites que la relation dure. Et c'est comme la notion de contrat, tu sais, on en avait déjà parlé. La notion de... Les relations, c'est un peu comme des contrats multiples. Ouais. Il faut respecter les contrats des uns des autres. Des contrats tacites, c'est ça. Et plus tu t'engages, plus le contrat, il est fort. Et dans le troisième lien, tu as l'intimité. L'intimité, c'est l'attachement, c'est la relation proche en fait avec la personne. C'est de partager des choses intimes. Intime, pas dans le sens sexuel. Il met pas dans ce sens-là. Par exemple, toi et moi, tu vois, tous les deux, on aime bien la psychologie et en ce moment, on aime bien la muscu, tu vois. Bah, ces deux choses-là, ça crée une intimité, tu vois. Le fait que toi t'aimes les mangas et moi que j'aime pas, bah, là, ici, il y a un fossé d'intimité. C'est ça l'intimité. Et du coup, ça permet de mettre en visualisation un peu toutes les relations. Par exemple, si tu prends l'intimité et l'engagement, tu trouves l'amitié. Quand tu es ami avec quelqu'un, tu t'engages, tu vois, il y a un engagement quand même. C'est pour ça qu'il y a des jalousies amicales, il y a des amis qui se font la gueule parce qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps, parce qu'ils n'ont pas pris de nouvelles, donc il y a un engagement. Bah, il y a aussi des ruptures amicales Qui sont très douloureuses. C'est ça, on n'en parle pas assez, je pense. Quand par exemple, je sais pas, on s'envoie pas de message, il y en a un qui va dire ouais, tu m'envoies pas de message, bah alors, tu vois. Bah après ça, c'est un peu un engagement, tu vois. Après, il y en a qui sont plus chill sur ça ou pas, ouais. Mais plus compréhensif, je dirais, plus compréhensif sur les indispos. Mais de manière générale, t'as un engagement de dire bah voilà, il faut quand même qu'on nourrisse la relation, tu vois. Et l'engagement, il est aussi double. Tu vas me respecter. Tu vas pas, par exemple, sortir avec telle personne parce que c'est mon ennemi. Tu vas pas... Mais non, mais si. T'as des ennemis ? Bah non, enfin pas particulièrement, mais... Non, je rigole. Si, ouais. Si, j'en ai. T'en as ? J'en ai un. Ok. Tu vois qui c'est ? Je pense, ouais. C'est pas vraiment un ennemi, mais tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Si y a un mec que t'aimes pas et que je vais et ça devient mon super pote, c'est compliqué. L'engagement, il est pas tenu, dans un sens. Dans l'engagement, t'as ça. Dans un deuxième temps, t'as l'intimité. Bon, ça, j'ai déjà un peu précisé ce que c'était. Du coup, c'est dans l'amitié. C'est les liens que tu vas avoir avec la personne, c'est les liens d'attachement. Et du coup, la passion, par exemple, quand tu le lis avec l'engagement, ça donne quoi ? Ça donne des personnes qui vont s'aimer fort, qui vont s'attirer très fort, qui vont s'engager dans des relations, mais qui sont pas compatibles. Tu vois ? Parce qu'ils ne partagent pas d'intimité. Quand tu partages pas d'intimité, bah, t'es moins compatible avec la personne. Et du coup, passion plus engagement, bah, ça donne des couples qui ne fonctionnent pas. Tu vois ? Passion plus intimité, qu'est-ce que ça donne ? Eh bah, ça donne les sex friends, les plans cul. C'est des personnes qui s'attirent, c'est des personnes qui ont une grosse intimité, mais pas d'engagement. Ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut. Et du coup, Sternberg, il part du principe que bah, ces trois liens, quand ils sont équilibrement dosés dans une relation, et bah, ça te donne en fait la relation la plus parfaite, entre guillemets, qui existe. En termes amoureux, attention, en termes amoureux. Pour lui, c'est l'équilibre des trois qui te permet d'avoir le meilleur type de relation. Enfin voilà, c'est une vision que j'aime bien de l'amour, et c'est une des seules qui est un peu scientifique. Hein. Voilà. Mais en plus, je sais pas ça a été sorti quand, mais tu peux l'interpréter même actuellement, tu vois, à l'ère moderne. Bah oui, largement. Elle est pas extrêmement vieille, hein. Je crois que c'est des années 2000. De toute façon, pour ce podcast, on mettra les sources. Parce qu'on a beaucoup de sources, donc je pense qu'on les mettra... En norme APA ? Non, on va pas les mettre en norme APA, ça va être trop chiant. Non, mais on mettra les sources, je pense que c'est important, comme ça les gens ils pourront aller voir, que ce soit les livres sur lesquels on s'est basé, ou les auteurs, et pour ceux qui... ou les séries. Qui vont être contre nous, bah, ils pourront aller voir les preuves. Par exemple, s'ils disent oui, leur truc de la compatibilité, c'est du bullshit, n'importe quoi, c'est qui pour dire ça ? Bah, va voir les études. Hein. Parce que là... Mais joli, après, je pense qu'il y aura 1% des gens qui vont faire ça, mais... Ouais, je pense. Mais ceux qui ont par exemple, ceux qui auront des résultats très extrêmes, ouais. Ils vont se poser des questions, vont dire est-ce que je le prends en compte ? Et je vais mettre toutes les études, et j'en ai... Bon, je vais pas tout mettre, mais j'en ai au moins une dizaine qui vont dans les explications que je donnerai dans la 3e partie. Enfin bref, voilà. De manière générale, c'est ça l'amour pour nous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce niveau-là ?
Bah non, je pense que à deux là on l'a vraiment bien défini, tu vois, avec Ok. différents points de vue, différentes sources et différents auteurs. Ouais. Du coup, je pense que c'est bien pour bien entrer et bien introduire le sujet d'aujourd'hui. Exactement. Tu voulais ajouter une news peut-être? Un truc nouveau? Ouais, ouais, Une ouais. info? Bah ouais, par rapport à Tinder, Ouais. est-ce que, Qu'est-ce que t'as vu sur Tinder? est-ce que par hasard t'as entendu parler du Tinder Select? Pas du tout. Bon, en gros, ça fait un peu polémique, un peu scandale, on va dire. Enfin, ça fait du bruit sur les réseaux globalement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le dernier abonnement de Tinder. Et en fait, c'est le prix qui est un peu exorbitant au premier Ah oui, j'ai clin d'œil. vu, oui. En gros, le prix est de 500 dollars par mois. Ça pique. Ça pique, ouais. Du coup, ça fait à peu près 6000 dollars en un an. Du coup, ça fait un sacré budget. Et bizarrement, d'après les premiers retours, ça a l'air de bien marcher. Je sais pourquoi. Est-ce que, vas-y, dis-nous ton idée par rapport à ça. Il me semble que j'ai vu un YouTuber qui a testé l'application. Et en fait, ça donne l'explication assez vite. Ça permet de faire un tri. Simple. Ça permet de faire un tri. Parce qu'il y a des personnes qui auront les moyens de payer ces... Parce que 500 euros, il faut pas juste avoir 500 euros. Il faut avoir de l'argent en trop. Il faut avoir 500 euros en trop à dépenser. 500 euros en trop par mois. Par Surtout, mois. C'est pas à vie, c'est juste. Donc voilà. Tu fais pas ça quand t'as un SMIC. Tu fais pas ça quand tu gagnes Non, mais 2000. c'est pas la cible après ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, il faut compter au moins 3000 euros par mois, entre guillemets, de revenus, de manière générale. Donc déjà, ça fait un tri assez conséquent. Les personnes qui souhaitent des autres personnes, des partenaires avec un même niveau de vie financier, et ben ça permet de faire un tri. Ce Tinder permet de faire un tri. Donc je comprends un peu pourquoi ça fonctionne aussi bien. Bah, en gros, ce que va ajouter un peu cette nouvelle formule, c'est différentes options. C'est l'option passeport, le fait de faire des recherches par ville, autre que ta ville. Du coup, si jamais tu prévois des vacances, par exemple, tu peux pré-shot. Après, tu as l'option, par exemple, super like. En gros, ça permet d'avoir plus de chances que tu te fasses relike. Tu as des boosts. Enfin, voilà, tu as différents types d'options comme ça, voilà. Et en fait, à ce qui paraît, tu as un meilleur référencement. Mais ce qui est assez compliqué, c'est de voir vraiment... Parce qu'en fait, Tinder, ils vont pas publier leur algorithme, leur stats. Parce qu'il faut savoir qu'avant tout, les applications comme ça, leur but, c'est de faire du cash, tu vois, comme tout business. Et apparemment, Tinder, c'est un des trucs les plus rentables qui existent. J'avais vu que c'est un putain d'empire. Mais après, quand on analyse ça, en fait, c'est logique que ce soit... comment dire? Que ce soit un business phénoménal, parce que le besoin de l'amour, comme on l'a introduit, c'est quelque chose qui est vraiment fort. Ouais. Quelqu'un qui a un problème vraiment avec l'amour, qui veut vraiment souhaiter trouver l'amour, Ouais. 500 dollars pour trouver l'amour, enfin voilà, la promesse, c'est rien comparé à ce besoin, tu vois. Après, encore une fois, c'est rien comparé à ce que tu gagnes, etc. Mais par rapport au fait de répondre à un besoin, répondre au besoin fondamental qu'est l'amour, se faire aimer, trouver un être à aimer, etc., c'est pas si cher que ça. Bah, comme tu as dit, il y a la notion de manque. Dans la notion de manque, c'est un peu la notion d'addiction. Donc en soi, on peut être addict enfin pas aux réseaux sociaux du coup, mais aux applications de rencontres. On peut être addict à ça. C'est ça, mais justement, par rapport à l'algorithme aussi, par rapport au fait d'être accro et tout, j'ai regardé une vidéo YouTube d'un youtubeur anglais, je pense, ou américain, qui fait un peu de motion design. En gros, c'est juste... il va animer des personnages en 3D, tout ça. Il va également utiliser plusieurs statistiques pour illustrer toutes ces vidéos. En gros, la vidéo, elle s'appelle « Why men get so few matches on dating apps ». Du coup, c'est pourquoi les hommes ont si peu de matchs dans les applications de rencontres. Et en gros, c'est assez intéressant parce qu'il va, avec les stats qu'il a, il va pouvoir générer différents scénarios pour comprendre comment ça se fait qu'on a le sentiment de, quand on est un homme, d'avoir moins de matchs que, par exemple, les femmes. Comment ça se fait qu'une femme, quand elle installe Tinder, elle se crée un compte, il y a Micode qui avait fait une vidéo là-dessus. Quelques minutes, c'est ça, en quelques minutes, elle a beaucoup plus de likes comparé à un mec. Du coup, ça s'explique notamment par le fait qu'il y ait beaucoup plus d'hommes sur les applis. Il y a à peu près 75% d'hommes. Ah ouais? Ouais. Pour 25% de femmes. Et du coup, pour pallier à ça, les hommes, en général, vont liker jusqu'à 3 fois plus les femmes. Du coup, ça fait que, naturellement et statistiquement, les femmes ont beaucoup plus de likes que les hommes. Puis les femmes sont plus intransigeantes, parce que elles le voient assez vite, dès qu'elles s'inscrivent, elles vont voir qu'il y a beaucoup de likes, tu vois. Elles vont voir, du coup, que, en soi, elles se sentent... privilégiées, se disent voilà, j'ai beaucoup de likes, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à moi.
bah dans ce cas-là, c'est à moi de devenir plus intransigeant puisque j'ai le choix. J'ai beaucoup de choix. Bah ok, je deviens intransigeant. Alors qu'un mec, au début, il peut être un peu sélectif, se dire non, ça c'est pas pour moi. Puis au fur et à mesure du temps, il va se rendre compte que bon bah il y a un like en 3 jours. On va peut-être ouvrir un petit peu plus, hein. Et du coup, tu vas commencer à liker de plus en plus de personnes, même qui sont pas pour toi. Voilà, ça, tu vas surcompenser. Mais ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'en fait, on va avoir une grosse loi de Pareto dans ce genre d'application. Déjà, on a 75-25, tu vois, du coup à peu près 80-20, on va dire. Et on a aussi le fait que il y a seulement une petite partie des utilisateurs qui vont recevoir le plus de likes. Ouais. Et ça va tout le temps être les mêmes personnes. Et du coup, le fait que ça va être encore en plus les mêmes personnes, ça va donner l'algorithme encore plus de données pour mettre encore plus en avant cette personne. Et du coup, effet boule de neige ou snowball, comme tu veux, qui fait qu'en fait, les personnes qui vont avoir plus de likes vont encore avoir plus de likes, etc. Du coup, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une sorte de minorité qui va contrôler la plupart du marché, tu vois. Enfin, du marché, j'imagine. Enfin, Marché sexuel, ouais, tu peux dire ça. Enfin, ouais, psychologie, on parle de ça, hein. Bah, c'est ça, pour imager tout ça. Et du coup, en fait, on va voir que ça va créer un véritable impact par rapport à l'estime de soi, par rapport aux utilisateurs. Et du coup, après, cette frustration va sûrement amener une compensation où la personne va essayer de compenser cette frustration à travers des achats, des abonnements. Il va se dire, bon, bah, pourquoi pas tester un petit abonnement pour avoir plus de likes. Et en fait, voilà, on est pile poil dans le business. Du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ce genre d'appli, je pense. Et ce sont les hommes qui consomment le plus ces abonnements. Enfin, je pense que c'est 90 voire 95% des hommes qui consomment les abonnements Tinder. Bah, j'ai pas la stat, mais je pense que ça doit être ça. Je pense que de toute façon, c'est sûr qu'il y a une majorité d'hommes parce qu'il y a plus d'hommes qui utilisent les applications. Il y a plus d'hommes qui sont dans cette sensation d'échec sur l'application. Et du coup, bah, t'essaies de trouver une autre solution. Je pense, voilà, du coup, c'est pour ça que c'est super important que si jamais vous utilisez des applis comme ça, de prendre quand même pas mal de recul par rapport à ça et de conscientiser tous vos choix. Par exemple, si vous prenez l'abonnement, pourquoi vous le prenez, etc. Pas essayer d'être trop impulsif, toujours essayer à bien réfléchir pourquoi faire ça. Mais après, je blâme pas non plus ces abonnements. Parce que si ça se trouve, tu peux vraiment trouver la femme de ta vie à travers cet abonnement. Mais du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul sur ce qu'on dit, sur ce qu'on lit, et toujours être conscient de tout ce qu'on fait. Ouais, faut savoir prendre du recul sur ces applis. Moi, je les ai déjà, contrairement à toi, je les ai déjà utilisés, et j'ai déjà pu trouver des personnes qui sont vraiment de valeur. Donc, ça veut dire que c'est pas impossible. Tu peux trouver des personnes très intéressantes et qui te conviennent sur ce genre d'application, que ce soit Tinder, Happn ou tout ce que tu veux. Ce sont des applications qui sont intéressantes, mais il faut avoir un bon recul dessus. Et il faut pas avoir peur d'être sélectif. Faut pas avoir peur d'être sélectif parce que sinon tu vas plus perdre ton temps qu'autre chose. Et même si ça prend du temps, le but c'est pas d'aller le plus vite possible. On s'en fout d'aller vite. Le but c'est d'essayer de compenser le manque de contact social qu'on peut avoir dans la vie en le transformant sur les applications. Donc le but c'est d'avoir quelques likes, même juste un match par semaine. Ça te permet peut-être de rencontrer une personne, que ça se passe bien, que ça se passe mal, au moins t'as rencontré quelqu'un. Et il faut avoir du recul en se disant, bah voilà, j'ai pas vraiment d'attente par rapport à ça, c'est comme si je marchais dans la rue, juste je fais ça comme un jeu. Si ça tombe, c'est cool, si ça tombe pas, bah je m'en fous. C'est le principe de l'application, c'est pas trouver son partenaire, c'est on te propose des choses, il va se passer des choses, mais il n'y a aucune promesse au final dans cette application. C'est un pourcentage de chance de tomber sur la bonne personne, que la personne te like. C'est comme dans la rue. Tu peux pas dire je vais marcher dans la rue, je vais trouver la femme de ma vie. Je vais en boîte, je vais trouver la femme de ma vie. Tu sais pas, tu le prévois jamais. Et ben il faut le prendre comme ça les applications. Comme si tu te baladais. Comme si tu étais sur un jeu et que tu t'en foutais. Que tu t'en foutais des conséquences en fait. Peu importe les conséquences, faut pas qu'elles te touchent. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Faut que ça fasse partie de ton environnement en soi. Ok, et du coup moi je me pose une question, c'est le discours que tu tiens actuellement, est-ce que genre toi tu l'appliques par exemple à tes expériences par rapport ouais. Là ce que je te dis c'est pas basé sur j'ai pas fait de recherche sur ça particulière, c'est basé sur mon expérience personnelle où quand j'ai commencé les applications de rencontre, et comme tout le monde, bah t'es un peu perdu et tu tombes vite dans le piège de la surconsommation. T'essayes par tous les points de te mettre en valeur sur ton profil, tu recrées des profils, tu fais plein de likes, tu likes des personnes qui te plaisent pas,
C'est pas une question d'avoir des matchs ou pas, mais en fait, t'as un panier de matchs. C'est des personnes qui t'intéressent même pas plus que ça, tu vois. Et du coup, en fait, ça te mène à rien. Ça te mène à rien. Ou alors tu parles avec les personnes et il n'y a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que c'est un peu à double tranchant, les applis de rencontre. Je pense que les meilleures rencontres ne se font pas dessus. Je pense que les meilleures se font quand même à l'extérieur, de manière générale. Ce qui est de plus en plus dur. Mais, avec une bonne utilisation, tu peux en tirer du positif. Mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Pas du tout. Tout le monde n'est pas prêt pour ça. Ok. Bah en vrai, franchement, moi je te rejoins par rapport à ton point de vue sur le fait que tu penses que les meilleures rencontres se font pas sur ce genre d'appli. Parce que moi, personnellement, je me suis toujours, entre guillemets, refusé, tu vois. Et même, j'en sentais pas du tout le besoin, tout ça, d'être sur une appli de rencontre, tu vois. J'en ai jamais testé, tu vois. J'ai plein de potes qui en utilisaient, tout ça. Mais en fait, moi, j'ai une idée qui est que moi, vraiment, je veux que cette rencontre, elle se fasse un peu, entre guillemets, dans la vraie vie, tu vois. Même si, encore une fois, le temps évolue, tu vois, les moyens de communication, de draguer, etc., ça évolue, tu vois. Mais moi, par rapport à mon idéal de l'amour, tu vois, ma définition, ma vision, bah pour moi, en fait, je n'aimerais pas laisser un algorithme choisir quelle personne il va me proposer, tu vois. Alors que, par exemple, je sais pas, si tu fondes un couple sur Tinder, par exemple, bah tu peux te dire que, genre, si t'avais liké une autre personne, et bah ça aurait été une autre personne qui aurait été ta copine, par exemple, tu vois. Bah, c'est un peu pareil dans la vie, hein. Oui, mais le fait... Tu marches dans la rue, si tu vas parler à cette personne, il va se passer quelque chose. Si t'as peur de lui parler, bah, il va rien se passer. Ouais, mais encore une fois, ce genre de scénario, c'est moi qui suis allé à cet endroit. Dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. C'est plus dans ce sens-là que plutôt me laisser, entre guillemets, submerger et suggérer par un algorithme. Le total contrôle de ce que tu vas choisir. C'est ça, enfin, total contrôle. Le total contrôle, non, parce qu'il y a une énorme partie de hasard. Mais oui, tu préfères le hasard à l'algorithme. Exactement. D'accord. Mais bon, après, c'est donc juste toi, un point de vue personnel. par exemple, regarde, on va prendre un exemple simple. Tu vas être, tu vois l'émission Mario au premier regard. Ouais. Assez controversé. Du coup, t'es contre ce genre de choses. Toi, tu ne pourrais pas. Admettons, t'es à 35 ans. T'as toujours pas réussi à trouver la bonne personne. Tu te dis putain, ça commence à être compliqué. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. On te propose cette émission où on évalue ta compatibilité. C'est des psychologues qui évaluent ta compatibilité et des sociologues. Du coup, c'est pas toi qui auras le contrôle de ça. Est-ce que tu serais partant pour faire ce genre de choses ou pas ? Moi, personnellement, je pense pas, parce que... j'aimerais pas si être... c'est pas filmé. Si c'est pas filmé. Si c'est pas filmé, pourquoi pas essayer, je pense. Genre, tu payes 500 € et... 500 €, parce que ça doit coûter cher. Et en fait, le but, c'est qu'ils te trouvent le partenaire le plus idéal possible avec des tests, etc., psychotechniques, tout ça. Moi, je pense, pourquoi pas. Mais c'est plus toi qui choisis, là. Ouais, mais c'est sponsor, entre guillemets, tu vois, par de la science, tu vois, par, entre guillemets, la vérité, tu vois. Enfin, tu vois, je dis la vérité, mais genre en mode la science en général, tu vois. Du coup, je me dis, pourquoi pas, tu vois. Donc, si l'algorithme de Tinder était basé sur la science pour satisfaire les gens, tu serais pour. Bah, en fait, je serais pour, mais c'est quelque chose de inenvisageable parce que, encore une fois, le but, c'est de faire des thunes. Le but de Tinder, c'est pas que tu trouves l'amour, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça c'est un parce point... que si tout le monde trouve l'amour... Ce serait plus rentable. C'est ça, tout le monde désinstalle. Tu vois, c'est fini. notre test, admettons, tu prends notre test et tu le mets au début de l'application de rencontre. Ça pourrait être un truc intéressant. Tu le mets au tout début, ça te donne un score, et... Ah ouais, non, je peux pas spoiler aussi. Non. Je ne peux pas spoiler. On va nous le voler, il n'y a pas de brevet. Notre test, il pourrait être utilisé dans les applications de rencontre pour effectivement trouver des gens qui aient la même compatibilité. Mais, comme tu dis, ça marche pas pour le business. D'ailleurs, il y a la dernière application qui est sortie. Comment elle s'appelle ? Elle est noire et blanche, là. Il y a eu énormément de pubs. L'application qui est faite pour être désinstallée. Tu vois pas laquelle c'est ? Tu devrais aller regarder. En gros, ils veulent se décoller de l'image de Tinder et ils partent du principe que voilà, nous, notre application, elle est vraiment faite pour que vous trouviez l'amour et pas que vous tourniez en rond et que vous achetiez des abonnements, etc. etc. Mais derrière, t'as aussi un abonnement. Donc, c'est un peu incompréhensible leur truc. Après, dans tous les cas, c'est business, tu vois. Et après, l'application, elle est sympa parce que, en fait, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démultiplié les façons de pouvoir s'exprimer sur son profil. Et c'est vrai que c'est un peu plus sympa parce que tu peux mettre un vocal, tu peux mettre une vidéo, et t'es même obligé, je crois. T'es obligé de mettre un vocal, une vidéo, ils te posent des questions, du coup les gens ils répondent à leurs questions. Donc je pense que ça permet quand même d'être un peu plus précis qu'un Tinder où là c'est vraiment fast-food. Là c'est vraiment, t'as un profil, tu dois regarder tout le profil, tu regardes les questions qu'il a répondu et tout. Donc là déjà je pense on évolue, je crois que c'est Hinge, ouais c'est ça. On évolue positivement.
Après, je l'ai gardé 5 minutes l'application, parce que j'ai pas Ouais, aimé. bien sûr. Bah, après, Mais c'est personnel. Non, mais après, tu vois, c'est des choses qui, tu vois, prendre le contre-courant, entre guillemets. Par exemple, moi, j'ai une connaissance qui va sortir une application qui s'appelle Ramen. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, Non. mais en gros, c'est une application un peu pour les geeks, nerds, tu vois, les trucs comme ça, tu vois, fans de SF, de manga, tout ça, tu vois. Et en fait, ça prend le contre-courant dans le sens où, en fait, tu vas pas mettre de photo de profil. Tu vas juste mettre un perso de manga ou d'univers de Star Wars, ou tu vois. En gros, le focus est fait sur entièrement la biographie, tu vois. Du coup, tu vois, t'as différentes manières d'amener un peu l'amour, tu vois, essayer de jouer à contre-courant, tout ça. Je sais pas encore s'il va y avoir des abonnements, etc. C'est compliqué, hein, ça, hein, parce que t'as pas un des piliers les plus fondamentaux. Tu peux pas juger le physique de la personne. Bah, c'est tout le but de l'application. Bah ouais, mais c'est primordial. Parce que Bah, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils mettent le focus en fait, sur le non, mental plutôt que le physique, pour tu vois. dire que cette application, elle va être extrêmement rentable, puisque les gens vont extrêmement échouer à trouver quelqu'un, puisqu'elles n'auront... Il y a un des principes qu'elles peuvent pas avoir. C'est comme si tu mettais Tinder et t'enlevais les messages. Bah Tinder, ça va exploser. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont échouer à trouver quelqu'un. Ils vont voir une photo, ils vont sortir avec eux, ils vont voir que ça va pas, ils retournent sur Tinder, ils vont faire ça, ils vont perdre leur temps, et du coup, ils vont rester plus longtemps sur l'application. Du coup, ça peut être un peu l'effet pervers, parce que pour moi, après, c'est un truc qui est très personnel, mais pour moi, l'attirance physique est beaucoup trop importante pour la mettre de côté. Si tu mets pas de photos, ça veut vraiment dire que tu n'assumes pas ton attirance physique et que tu veux pas que les gens la voient et que tu veux pas non plus... Enfin, tu veux pas l'utiliser comme étant... comme faisant partie de toi. C'est dommage parce que c'est comme ça que les gens ils arrivent à évaluer s'ils pourront faire un truc avec toi ou pas. Alors c'est bien de partir dans le fictif, hein, c'est cool. Là on est dans l'intimité, tu vois. C'est bien parce que voilà, les gens qui se ressemblent vont aller sur cette appli, donc ça peut être intéressant. Mais bon. Mais après, moi je pense que tu confonds ta vision entre guillemets de l'amour, même celle qui est générale, Ouais. avec le fait qu'il y a peut-être des personnes qui s'en foutent, tu vois, du physique et qui misent un peu tout sur tu vois, le mindset, tu vois, sur les hobbies, sur les passions, tu vois. Moi je pense qu'il y a quand même des gens qui, enfin pas qui s'en foutent, mais qui valorisent plus, tu vois, tes passions, tes hobbies, ta personnalité, plutôt que le physique, tu vois. Genre, certes, tu vois, pour moi aussi, tu vois, le physique, c'est primordial, tu vois, c'est super important. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres personnes, tu vois, qui ont une définition et une vision autre que nous sur l'amour, tu vois. Qui mettent le physique en minoritaire. Exactement. Ça peut être peut-être pour les personnes qui n'ont pas un physique avantageux, donc qui par rapport au marché, elles se disent qu'elles n'ont pas le crédit pour être sélectif sur le physique, et du coup qui mettent de l'importance sur d'autres qualités qu'elles peuvent avoir. Parce que sur le marché en soi, le marché sexuel, c'est moi j'apporte quelque chose et je vais demander quelque chose, tu vois. Donc si tu demandes quelque chose que tu n'es même pas capable de fournir, bah, ton crédit il descend, ta valeur elle descend. Et t'as moins de probabilité de trouver quelqu'un, c'est pas que c'est impossible, c'est juste... Après, je sais pas trop si le focus est sur ça, mais de base, cette appli, tu vois, vraiment le but de cette appli, c'est que en fait, généralement, quand tu vas sortir en soirée ou sur des applis comme Tinder ou quoi, que genre par exemple t'es fan de Star Wars hardcore ou que t'es fan de je sais pas, StarCraft, des mangas, des animés ou quoi, tu peux avoir tout de suite des préjugés, tu vois, en mode ah c'est un gamin, ah nanani nanana. Du coup, tu peux avoir une certaine forme d'exclusion, tu vois, de la part, on va dire, de certaines personnes. Et du coup, en fait, le but et la réponse, tu vois, qu'apporte cette application, c'est justement, bah en fait, vous êtes entre vous. Du coup, vous partagez le même centre d'intérêt, entre guillemets, même si l'application, il y a plein de trucs, il n'y a pas que manga animé, il y a aussi, comme je te l'ai dit, des jeux vidéo, voilà, fiction. De manière générale. Du coup, c'est aussi pour répondre à ce besoin-là. Après, par rapport à l'estime de soi et tout, peut-être, sûrement que des gens vont l'utiliser pour ça, mais je pense que c'est plus global et que tu peux pas dire juste c'est parce qu'ils ont un mauvais physique ou tu vois. Bah, je sais pas, tu verras quand ça sortira, tu verras j'ai très hâte. Tu verras quelles sont les statistiques, je pense que ça va être ça le plus important, tu vois. Combien de temps les gens gardent l'application, ouais, bah j'espère qu'ils arrivent à trouver... C'est pour ça que tu as toujours des questions. En fait, quand tu désinstalles et quand tu supprimes ton compte d'application de rencontre, il te pose des questions sur pourquoi tu pars. Est-ce que tu as trouvé l'amour ? Est-ce que tu n'arrives pas à trouver l'amour ? Est-ce que tu
Est-ce que tu cherches autre chose? Est-ce que tu utilises une autre appli? Ils veulent savoir pourquoi tu pars. Et t'es obligé de répondre à cette question. Bien sûr. Et du coup, ça leur permet de savoir si les résultats sont bons, tu vois, et combien de temps ont pris ces résultats. Donc je pense que la personne que tu connais devrait mettre cette question à la fin pour réussir à voir si son application, elle donne des réponses pour les personnes, si elle répond aux besoins et si elle répond aussi aux besoins financiers. Ouais, moi, franchement, j'ai hâte de... Enfin, franchement, je souhaite que ça réussisse de ouf. Et ouais, j'ai hâte d'avoir... Enfin, si on a un retour de la créatrice, tu vois. Ouais. Si ça fonctionne, si ça va trouver des personnes. Moi, je pense que ouais, parce que la demande, je pense, elle doit être assez forte, tu vois. Mais ouais, franchement, j'ai hâte que ça sorte. Dites-nous en message personnel si c'est... On a une vision un peu différente tous les deux sur ça. Dites-nous dans message personnel, vous pensez quoi d'une application où vous ne voyez pas le physique des personnes et qui est en plus basée sur les fictions de manière générale. Donc du coup sur les passions en fait, sur les hobbies de manière générale. C'est ça, sur la personnalité, la biographie et tout quoi. Ouais, c'est ça. Dites-nous dans les messages personnels, ça pourrait être intéressant. Comme on n'est pas excessivement en accord sur ça, ça pourrait être intéressant de voir vos avis. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, on a bien parlé, on va être à entre 40 et 50 minutes pour la première partie, mais elle est importante parce que les deux autres parties, il faut qu'elles soient introduites. Elle va être beaucoup plus théorique et vous allez comprendre beaucoup de choses qui m'ont honnêtement pas mal choqué. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Fait du teasing. Non, vraiment. Mais vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être... Mitigé et la science elle est claire. Ouais. Elle est claire et je m'attendais pas du tout à ça. Moi j'avais une pensée complètement différente. Je suis assez étonné, mais ça nous a permis de faire un questionnaire qui va être banger, qui va être bien canon, qui va être bien précis. Et donc dans le prochain audio, dans la prochaine rubrique, ça sera l'énonciation du test. Donc si vous ne voulez pas faire le test, vous pouvez passer à la partie 3. Attention, si vous écoutez la partie 3, votre test va énormément perdre en fiabilité. Voilà, ça va être très biaisé. Du coup, n'écoutez pas cet épisode avant Exactement, parce que la partie 3 explique les réponses du test. Donc si vous connaissez déjà comment on évalue la compatibilité d'un couple, il va avoir un biais de validation. Donc si vous êtes amoureux de votre partenaire, vous allez aller dans les questions, vous allez aller dans le sens de « je vais essayer d'être au plus proche de mon partenaire pour être compatible puisque je l'aime ». Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est que vous soyez perdu et que vous répondiez aux questions en fonction de vous et que de vous. C'est pour ça qu'il faut écouter la partie 2 avant la partie 3. Sinon, vous ne pourrez plus faire le test. Exactement. Très important. On vous souhaite un bon test et on se retrouve dans très peu de temps. À tout de suite.